À 9h27 du matin, il était seul dans le ciel. Un P-40 Warhawk monomoteur, 6 mitrailleuses, et face à lui, un mur métallique de 64 appareils japonais traversant la brume au-dessus de la Sam. Les bombardiers, escortés par des chasseurs rapides, descendaient vers la base alliée pleine de blessés, de carburant et de C-47 chargés pour la Chine. Personne ne pouvait les arrêter. Personne, sauf un homme que même le destin semblait vouloir briser. Ce pilote n'avait pas le droit d'attaquer. Il n'avait pas le droit d'espérer. Mais il l'a fait quand même. Et ce qui a suivi, personne, absolument personne, n'aurait pu l'imaginer. À 9h27, le 13 décembre 1943, le ciel au-dessus de la Sam n'avait rien de spectaculaire. Une brume laiteuse, des taches de jungle en dessous, la ligne pâle de l'Himalaya au loin. Et, perdu dans cette immensité, un seul point de métal vert olive. Un Curtiss P-40 Warhawk, code 44, surnommé Lulubelle. Aux commandes, un Français de 23 ans en uniforme américain, le sous-lieutenant Pierre Delcourt, affecté à une unité alliée chargée de protéger la route de la Bosse. Ce pont aérien insensé qui faisait passer des tonnes de ravitaillement par-dessus les montagnes vers la Chine de Chiang Kai-shek. Ce matin-là devait être banal, une patrouille standard. Un tour au-dessus de la jungle. Un œil sur les nuages, l'autre sur les instruments. Pierre en était à sa 43e mission de combat. Il connaissait ses reliefs comme un marin connaît sa côte. Mais ce matin-là, il était seul. Le seul chasseur en l'air. Les autres pilotes étaient encore en briefing ou au roulage sur les pistes détrempées de la base de Denjan. Il jeta un regard rapide à son tableau de bord. Carburant, plein interne, environ 180 gallons. Environ 90 minutes de vol à puissance de combat. Sous ses ailes et dans son nez, 6 mitrailleuses Browning de calibre .50, prêtes à cracher à peu près 12 secondes de feu continu avant la panne sèche. 12 secondes, c'était tout ce qu'il avait, en réalité. En bas, sur la base, ce n'étaient pas des chiffres abstraits. Il y avait 14 C-47 de transport alignés sur le tarmac, chargés de caisses, de carburant, de pièces de rechange. Un hôpital de campagne avec plus de 60 blessés. Des stocks d'essence qui permettaient de faire vivre le pont aérien au-dessus de l'Himalaya pendant 11 jours. On disait que si cette base tombait, des secteurs entiers du front chinois se retrouveraient à court de tout. Pierre savait aussi autre chose. Depuis 2 mois, les Japonais avaient lancé une série de raids massifs sur les terrains alliés de Birmanie et du nord-est de l'Inde. 47 avions de transport détruits au sol. 112 hommes tués dans leur lit de camp, leur cockpit, leur tente. Les rapports parlaient d'attaques menées à très basse altitude, avec des formations de bombardiers Ki-21 Sally escortés par des chasseurs Ki-43 Oscar. Les Sally n'étaient même pas impressionnants, pris isolément, lents, peu protégés, conçus dans les années 30. Mais par douzaines, couverts par des chasseurs vifs, ils transformaient un terrain d'aviation en cimetière fumant. Pierre avait lu les rapports d'intelligence. Des raids de taille comparable obtenaient jusqu'à 90% de coups au but, sur des terrains mal défendus. Ce genre de statistiques ne mentait pas. Quand on voyait les photos après coup, il restait des carcasses brûlées, des silhouettes de hangars éventrés, des formes sombres alignées sous des bâches. Ce fut à ce moment-là, alors qu'il vérifiait machinalement sa jauge de carburant, que son œil accrocha quelque chose au loin. Au début, ce n'était qu'une tache grise dans la brume. Puis, des points. Puis,
une structure. Pierre plissa les yeux, ajusta la verrière. Environ 3 miles à l'est, en train de se découper dans la brume matinale, une formation apparut. Pas deux, pas trois appareils. Une nuée. Il mit quelques secondes à compter. Rangs, colonnes, niveaux différents. Quand son cerveau aligna enfin les chiffres, une petite décharge glacée lui passa dans la nuque. 64 appareils. Devant, des bombardiers bimoteurs, alignés par groupe, comme des wagons accrochés les uns aux autres. Au-dessus, en dessous, sur les côtés, des silhouettes plus fines. Des chasseurs Oscar, ailés comme des papillons de métal, disposés en couches protectrices. Et tous, absolument tous, filaient droit vers Dinjan. Pierre ne ressentit pas de panique immédiate. Juste une sorte de vide, un moment suspendu où la logique militaire se déroule comme une liste. Un chasseur seul, 64 ennemis, une base pleine de cibles là-bas derrière. Dans son casque, la radio crépitait faiblement. Lui, le point solitaire en altitude, voyait ce que personne d'autre ne voyait encore. Les manuels étaient clairs. Un pilote ne s'attaque pas à une formation largement supérieure en nombre. On attend les renforts, on signale, on suit à distance, on garde le contact visuel. Les chasseurs amis les plus proches étaient à 38 minutes de vol, basés à Jorat. 38 minutes, c'était une éternité à l'échelle d'un raid. Quand ils arriveraient, si on les rappelait tout de suite, la base serait déjà en train de brûler. Pierre inspira profondément, sentant le cuir du casque lui serrer le front. Il comprit qu'il n'avait que deux choix. Rester en altitude, appeler à l'aide, observer la destruction de Dainjan sans pouvoir l'empêcher. Ou plonger seul sur la formation, jouer toutes ses cartes en quelques secondes de tir, en espérant briser la géométrie parfaite du bombardement. Sur le papier, la première option était raisonnable. La seconde était suicidaire. Mais il savait aussi autre chose, apprise non pas dans un manuel, mais dans la vie. Un airfield détruit ne se reconstruit pas en un après-midi. Un avion perdu, on le remplace. Un homme, non. Mais certains jours, on n'a pas le droit de compter. Sa main glissa sur la manette des gaz. Il poussa plein avant. Le moteur Allison V1710 hurla. Les aiguilles bondirent. La pression d'admission grimpa. Le P-40 se cabra légèrement avant de s'allonger dans une trajectoire plus tendue, plus rapide. Sur son altimètre, les chiffres défilaient. Il prit de la hauteur, se hissa 4000 pieds au-dessus de la formation ennemie, se plaça au sud, avec le soleil derrière lui. Les Oscars ne l'avaient pas encore vu. Leurs pilotes regardaient en devant, vers l'objectif, vers le terrain qu'ils allaient frapper. Ils s'attendaient à rencontrer des chasseurs au-dessus de la cible, pas en chemin, à 20 miles de là. Dans ce déséquilibre, Pierre avait une seule carte, la surprise. Il serra la poignée du manche. Pour frapper ces 64 avions, il n'aurait peut-être que 12 secondes de feu utile. 12 secondes pour changer le résultat d'une attaque préparée depuis des jours. Il se concentra sur la formation de tête. Un groupe de bombardiers serrés, rangés comme à la parade, 6 appareils en 2V de 3. Les autres suivaient derrière, sûrs de leur force, englués dans leur propre routine. Il sut où frapper. Devant. Toujours devant. Briser la tête, et le corps n'ira plus droit. Pierre roula sur le dos, plongea. Le nez du P-40 visant le cœur de la formation de bombardiers. La vitesse monta, 320, 340, 360 miles à l'heure. Le moteur hurlait, l'air vibrait contre la verrière. En dessous, les silhouettes japonaises grossissaient, sans encore suspecter ce qui arrivait par leur secteur 7 heures haut. À 800 yards,
il posa ses doigts sur la gâchette. Encore quelques fractions de seconde. Quand il appuya, ce n'était plus un jeune homme qui tirait. C'était la base entière qui, à travers lui, décidait de ne pas mourir sans se battre. Les 6 Browning .50 crachèrent d'un seul coup. Un hurlement de métal, une ligne de feu tendue entre le ciel et un point précis sur une aile japonaise. Les traceurs rouges montèrent comme un collier incandescent. Ils frappèrent la peau d'aluminium, ricochèrent, lacérèrent, puis, d'un coup, tout prit feu. Le moteur gauche du premier bombardier explosa en une boule orange striée de noir. Des plaques d'aluminium s'envolèrent comme des feuilles mortes. Le Sally bascula, dévia de l'axe, et tout l'escadron derrière lui perdit immédiatement sa géométrie parfaite. Le ciel qui une seconde plus tôt ressemblait à un exercice de parade aérienne devint un vide en mouvement, comme un troupeau paniqué. Pierre remonta brutalement. Le Warhawk encaissa 7G, son corps écrasé dans le siège, comme sous une montagne. Sa vision noircit légèrement sur les bords. Puis tout revint d'un coup. Le bruit, la lumière, la conscience aiguë du danger. Parce que maintenant, les chasseurs arrivaient. Il l'avait vu. Une trentaine de points brillants se détachaient du ciel supérieur, plongeant comme des flèches d'acier. Les Ki-43, Oscar. Légers, nerveux, presque organiques dans leur virage. Des avions conçus pour tourner sur un mouchoir et tuer proprement. Un seul Warhawk contre 40 d'entre eux, même les statistiques auraient rigolé. Pierre savait 3 choses. 1. Il ne pouvait pas tourner avec eux. L'Oscar casserait son cercle, le mettrait dans le viseur, le hacherait en 3 secondes. 2. Il ne pouvait pas fuir. Fuir, c'était laisser les Sally reformer et bombarder Dinjan. 3. Il lui restait environ 10 secondes de feu utile. 10 secondes pour tenir une frontière entre 2 mondes, celui où la base brûle et celui où elle vit encore demain matin. Le premier assaut. 4 Oscars plongèrent sur lui depuis 10 heures haut. Pas de temps pour réfléchir, seulement des gestes. Pierre tira sur le manche, cabra, bascula en virage inversé, appuya 2 secondes sur les gâchettes. Rien. Pas une touche. Les Oscars éclatèrent autour de lui comme des oiseaux que l'on a jetés dans un rideau de vent. Puis, 2 autres arrivèrent de plein avant. À 600 000 épratraches de vitesse combinée, l'échange se jouait en une seconde. Pierre tira en premier. Une salve courte mais stable. Ses balles passèrent et au-dessus. Erreur de jugement, turbulence, Dieu sait quoi. Le Warhawk glissa, vibra, fila droit. La radio grésilla. Un souffle. Puis, silence. Il était véritablement seul au monde. Les bombes se rapprochaient. Derrière le rideau de chasse, les Sally tentaient de reprendre formation. On voyait déjà leur silhouette redevenir triangle, la discipline reprendre, la menace revenir. Encore peut-être 90 secondes avant qu'ils ne soient en position de largage. Ils n'avaient pas réussi à les briser complètement. Il fallait les toucher encore, frapper leur centre nerveux, pas les miettes. Pierre bascula son Warhawk, piqua vers eux une deuxième fois. 8 Oscars se mirent en chasse derrière lui, comme des chiens sentant la trace chaude. La vitesse monta. 350, 380, 405 mètres Centre. Les Ki-43 ne pouvaient ne pas suivre en piqué. Trop léger, trop porteur. Le P-40, lui, tombait comme une enclume avec des ailes. Il arriva derrière un autre groupe de bombardiers, alignés comme des proies sur une ligne invisible. Porté 300 yards. Il tira. Les balles percutèrent l'aile, grattèrent le fuselage, puis, comme un scalpel, sectionnèrent le flanc du moteur.
Le deuxième Sally prit feu comme un briquet ouvert. Un panache noir s'éleva. L'avion roula à droite, libérant encore plus de chaos parmi les bombardiers. Derrière, les Oscars hurlaient à ses trousses. Ils venaient de casser leur deuxième V. Encore une fois, la formation japonaise perdait son axe, son rythme, sa précision. Mais son moteur, lui, commençait à chauffer. L'aiguille de température grimpa lentement vers la zone rouge. 230 degrés, 235, 240, encore quelques minutes de ce régime, et l'Allison deviendrait un four ouvert. Il savait ce que cela voulait dire. S'il continuait, il ne reviendrait probablement pas. Mais s'il arrêtait, Dinjan brûlait. Il ne regarda pas l'aiguille une seconde de plus. Il repoussa la manette jusqu'au butoir. Le moteur hurla comme un animal blessé. Et l'homme, seul contre 64 ennemis, plongea de nouveau, pour la troisième fois. Son Warhawk vibrait comme un cœur sur le point de lâcher. Le moteur Allison atteignait 245 degrés, puis 248. La zone rouge, un territoire d'où aucun appareil ne revient normalement. Et même là, Pierre resta en piqué. Le nez vers la masse d'avions qui dévalait vers Dinjan comme une pluie de métal. Il tira encore. Un troisième Sally, touché en plein ventre. On vit quelque chose briller brièvement derrière le vitrage. Puis le bombardier tomba, en décrivant une spirale lente, presque élégante. Un de ses compagnons l'évita de justesse, brisant encore une fois l'ordre. 3 bombardiers détruits. Le reste n'osait plus voler serré. La frappe précise venait de mourir dans leur tête avant même de mourir dans le ciel. Mais maintenant, ce n'étaient bien plus les bombardiers qui menaçaient Pierre. Ils avaient en perdu leur cohérence. Ils s'éparpillaient. Le danger venait des chasseurs. L'orage d'acier derrière lui, les Oscars tombèrent enfin sur lui pour de bon. ZIIP, Braat ZizaAAP. Les balles de 7,7 mitral passèrent en filets serrés de chaque côté de la verrière. Une rafale toucha l'aile droite. Toile arrachée, métal tordu. Une autre salve plus tard. Et un impact fit trembler tout l'avion. Une balle venait de traverser le capot moteur. Puis, la pire alerte du tableau de bord. Fuite de liquide de refroidissement. Un jet vert se mit à maculer la verrière, brouillant sa vue. Sans liquide, l'Allison deviendrait une torche. Chaque minute désormais était une minute volée à la mort. Pierre aurait pu rompre le combat. Il aurait pu sauter en parachute, tenter sa chance dans la jungle. Mais il n'était pas venu pour revenir. Il était venu pour empêcher 64 avions de bombarder un hôpital. Alors, il resta. Le tir tête à tête. 2 Oscars arrivèrent de face. Collision visuelle, vitesse cumulée. 601 à Trampo. Ils ouvrirent le feu les premiers. Les traceurs japonais montèrent droit vers son cockpit. Pierre tira aussi. À 350 mètres, les balles de calibre .50 frappèrent le capot du premier Oscar. De la fumée blanche s'échappa, radiateur éventré. L'avion adverse vira brutalement, en perdition. Son ailier suivit, incapable de soutenir la charge. Un espace minuscule venait d'apparaître, une respiration dans la tempête. Pierre en profita pour piquer encore une fois vers les bombardiers. Les Sally, ceux qui restaient proches du centre, tentaient désespérément de reformer un V. S'ils y parvenaient, Dinjan serait fichu. Pierre ferma la distance. 2 secondes de feu, un 4e Sally brisé. Il lui restait environ 400 balles. À peine de quoi faire 3 attaques encore. Autour de lui, des traînées de fumée, des éclats, des avions éparpillés sur des dizaines de kilomètres. Dans son casque, son souffle devenait le seul son clair. Tout le reste, moteur, balles, métal,
se mêlait à un grondement indistinct. Il aurait pu croire qu'il rêvait. Mais le goût du caoutchouc brûlé sur sa langue lui rappelait la réalité. Puis, pire que tout, le moteur prit feu. Un filet orange s'échappa du capot, léchant la verrière. Le cockpit devint un four en quelques secondes. La température interne monta d'un coup. La respiration devint douloureuse, l'air brûlant. Normalement, c'est là qu'un pilote se jette en parachute. Pierre, lui étouffé de chaleur, fit tout le contraire. Il n'éteignit pas moteur. Il lui coupa l'essence pendant 3 secondes. Juste assez pour étouffer l'incendie, du moins le ralentir. Puis, il rouvrit l'arrivée. L'Allison redémarra comme un animal blessé. À moitié de puissance, à bout de souffle, mais vivant. Il restait un choix impossible. Le moteur brûlait. La commande d'aileron sur l'aile droite répondait mal. La fumée commençait à s'infiltrer dans son masque. Les bombardiers n'étaient plus qu'à 15 miles de Dinjan, encore à portée de virage, encore capables de revenir en formation et frapper. Pierre comprit ce que personne d'autre ne verrait jamais de l'extérieur. La bataille venait de basculer. Son avion était fini, mais les bombardiers l'étaient aussi. Il avait cassé leurs nerfs, leur direction, leur cohésion. Un coup final les ferait fuir. Il tourna son Warhawk vers les derniers groupes encore ordonnés et bascula une fois de plus. La 4e attaque. La plus folle. La plus suicidaire. Il n'avait plus rien à perdre. À ce stade du combat, tout ce qui tenait encore l'appareil en l'air relevait du miracle. Le voyant d'huile affichait pression nulle. La température moteur dépassait 260 degrés. Le capot vibrait. Chaque boulon sonnait comme un clou, prêt à sauter. Et pourtant, Pierre plongea encore. Devant lui, 3 salis tentaient de rallier la formation principale. Chacun portait une charge de bombe assez grosse pour transformer un hôpital de campagne en cratère fumant. Portée, 400 mètres. Tir contrôlé, 2 secondes. Le premier sali explosa. Pas un éclat de doute. Une boule de feu immense. Un fuselage qui se déchire. Des fragments brillants dispersés comme un bouquet de métal. Le second tenta d'échapper. Trop tard. Une rafale traversa l'aile droite. L'avion se coucha, perdit l'altitude comme un oiseau abattu. Il restait un dernier dans ce groupe, le seul encore droit. Pierre serra les dents. Sa gorge brûlait à cause de la fumée. Ses yeux pleuraient malgré les lunettes. Il aligna, pressa la gâchette. Rien. Pas de feu. Les Browning étaient à sec sur 2 ailes. Les 4 autres n'avaient encore que quelques bandes restantes. Il fit un léger ajustement, tira une demi-seconde, et ce fut suffisant. Le 3e sali perdit une partie d'aile, dériva, partit en vrille lente, une spirale sans retour. Les bombardiers étaient brisés, éparpillés à plus de 15 000 les uns des autres. Leur attaque était finie. Dinjan était sauvé. Mais Pierre, lui, ne l'était pas. La chasse japonaise revient pour tuer les Oscars, frustrés de l'avoir laissé frapper encore, se reformèrent dans son dos. 8, puis 10, puis 16 appareils. Une meute. Ils tombèrent sur lui comme un orage. Impact sur le fuselage. Câble d'aileron sectionné. L'aile droite répondait presque plus. Réservoir hydraulique touché, train et volet compromis. 2 conduites électriques arrachées, fumées dans le cockpit. À partir de ce moment-là, l'avion cessa d'être un avion. Il devint un caisson en feu, tenu par la volonté d'un seul homme. Le moteur crachait des flammes par les jointures. Le cockpit était un sauna toxique. Le souffle manquait. L'air sentait l'huile brûlée et la mort. Chaque seconde, l'idée du parachute tentait d'entrer dans son esprit.
Il aurait suffi d'un geste. Un seul. Mais le ciel autour se couvrit d'ossards, comme des vautours autour d'une carcasse. Descendre en parachute, c'était être capturé ou abattu en l'air. Non, s'il sortait vivant de ce combat, ce serait avec l'avion. Ou pas du tout. L'invention d'une folie, voler à l'envers. À 6000 pieds, un dernier impact fit rompre le contrôle d'aileron. À 5000, l'avion se mit à piquer. À 4000, Pierre perdit presque toute autorité sur la gouverne. L'Allison rugissait en expirant ses dernières shore force. Puis, brusquement, il s'embrasa à nouveau. La cabine devint un four. La chaleur brûlait sa peau à travers l'uniforme. La vapeur d'huile montait dans ses poumons. Il pouvait sauter. Il aurait dû sauter. Mais dans ce flou brûlant qui tenait lieu de pensée, une idée éclata comme un flash de lucidité. Si l'avion tombe parce que la gouverne force le nez vers le bas, alors, en inversant l'appareil, ce défaut devient une force. Le bas devient le haut. L'erreur devient portance. Personne n'avait jamais tenté cela. Personne ne le tenterait plus jamais. À 1800 pieds au-dessus de la jungle, Pierre roula le P-40 entièrement sur le dos. Le monde se renversa. Le ciel devint sol, le sol devint ciel. Et contre toute loi connue, le Warhawk remonta. À l'envers. À 1 G, le sang monta au crâne, les tempes explosèrent. La vision devint rouge comme à travers un voile de sang. Et pourtant, ça fonctionnait. Il vola inversé. Pas 10 secondes, pas 30, 40, puis 50. Puis presque une minute entière. Les Oscars le regardaient. Ils tournèrent autour en silence, incapables de décider si ce qu'ils voyaient en était bravoure ou folie absolue. Ils n'osèrent pas attaquer. Ils reculèrent. Puis, l'un après l'autre, ils partirent. La chasse japonaise venait d'abandonner un seul pilote en guerre contre l'univers. Il venait de défier plus que des avions. Il venait de défier la logique même. Mais il restait encore l'impossible, rentrer vivant. Il restait 21 miles jusqu'à la piste alliée. Le moteur n'avait plus d'huile, plus de refroidissement, presque plus de contrôle. Un avion mort porté par un pilote vivant. Et Delcourt comprit. La bataille était gagnée. Mais le plus dur restait à faire. Le souffle court, la conscience mince comme un fil, Pierre mit le cap vers Naguli, la seule piste à porter avant que le moteur n'explose ou que le sang dans ses tempes ne fasse tout s'éteindre. Il avait maintenant une tâche plus impossible encore que le combat. Rentrer vivant avec un avion qui ne vole plus. L'Allison grognait, vibrait, mourait. L'huile disparut, le refroidissement inexistant. La fumée brûlait ses yeux et lui rongeait la gorge. Il referma légèrement la verrière, mais la chaleur était si intense qu'il dut la rouvrir aussitôt. Chaque respiration était un coup de couteau. À 7000 pieds, l'aiguille de pression d'huile resta coincée sur 0. À 6000, la fumée remplit le cockpit. À 5000, l'Allison commença à cogner à l'intérieur, comme un cœur prêt à éclater. À ce moment, un Oscar se plaça à sa droite. Le pilote japonais fit un geste simple. La main tournée vers le sol, un signe universel dans tous les ciels du monde. Pose ton appareil. Rends-toi. Pierre ne répondit pas. Un clignement de paupières fut sa seule réaction. L'autre pilote attendit, observa, tenta encore. Finalement, il partit. Toute la chasse s'éloigna, le laissant mourir seul. L'avion n'était plus qu'un cercueil volant. À 4000 pieds, un craquement sec retentit. Le câble d'aileron droit céda entièrement. L'avion roula violemment sur la droite, le nez plongeant. Pierre tira. Rien. Les gouvernes ne répondaient presque plus.
Il redonna un demi-tonneau, rebascula l'avion sur le dos, puis revint droit quand le moteur commença à s'étouffer par manque de carburant dans cette position. Il vola ainsi, à l'endroit pour alimenter le moteur, à l'envers pour remonter. Un manège mortel. Alternance toutes les 30 secondes. Chaque rotation lui arrachait un morceau de vie. Mais le sol se rapprochait. Et la piste aussi. Le train d'atterrissage, impossible à sortir. Il était à 9 miles, puis 6, puis 4. Il voyait maintenant la bande grise de la piste au loin. Il tira la commande du train. Rien. La pression hydraulique n'existait plus. Sans train, il devrait se poser sur le ventre, avec les réservoirs encore pleins. Une seule étincelle, et il brûlerait vif dans sa cabine. Il devait sortir le train à la main. Le P-40 possédait une pompe manuelle. 28 coups complets pour la mise en pression. Impossible à deux mains, alors qu'il devait tenir l'avion en vol avec l'autre. Alors Pierre fit quelque chose qu'aucun manuel ne prévoit. Il détacha sa sangle ventrale, la passa autour du manche, fit un nœud. Le Warhawk vola droit, approximativement. C'était suffisant. Puis, il saisit la pompe manuelle. Il pompa. 1, 2, 10, 15. Chaque mouvement était une torture. Le cockpit tournait, les bords de sa vision grisaient. À 23 pompages, il sentit enfin le circuit se charger. À 28, clonk. Train sorti. L'avion perdit encore de la vitesse. 130 km/h, puis 130. À la limite du décrochage. Nagouli était maintenant à moins de 2 miles. Dernier acte, poser un avion mort. À 1 mile, l'Allison s'arrêta. Le silence fut absolu. Juste le vent. Et le cœur. Le Warhawk était désormais un planeur raté, tenant sur ce qui ressemblait plus à un miracle qu'à de l'aérodynamique. Pierre tenta un virage d'approche court. L'aile droite s'effondra. Il corrigea de tout son poids, le manche dans le ventre, le souffle dans la gorge. 90 mètres. 50 mètres. La piste en dessous. L'avion tombe plus qu'il ne vole. Impact. 7G. Roue qui hurle, aile qui claque. Choc brutal. Puis un bruit de tôle frottant comme du verre brisé. Le train principal cède. L'appareil pivote, glisse sur le béton comme un caillou dans un torrent. Des étincelles jaillissent. L'avion tourne sur lui-même, 180 degrés, traçant une longue cicatrice noire sur la piste. Puis, immobilité, silence. Pendant 12 secondes, rien ne bougea. Pas un souffle, pas un signe de vie. Puis, la verrière s'ouvrit, et Pierre Delcourt se redressa. Il vacilla, tomba à genoux, se releva. Il posa une main sur la tôle brûlante. Il avait fait l'impossible 2 fois dans le même jour. Reprendre un ciel à 64 avions seuls. Ramener un avion qui ne volait plus. C'est ainsi que se referme le 13 décembre 1943. Un jour où un seul P-40 a défié une armada entière. Un jour où le courage pesa plus que les statistiques. Un jour qui aurait dû se terminer dans la jungle, mais termina sur une piste alliée. Parce que certains hommes refusent simplement de mourir quand tout dit qu'ils devraient.